Oui. La milice Wagner était l'objet du gouvernement russe pendant des années, qui a nié cela, alors que la milice Wagner a perpétré des crimes de guerre, a pillé les ressources naturelles de ces pays, a mené des opérations très dures en Ukraine, et c'était Moscou. Et en fait, c'était nié, c'était démenti tout le temps. Non. Mais en fait, c'était vrai. Là, vous avez le président russe et vous avez le ministre des Affaires étrangères qui le reconnaissent. Le président russe a tout expliqué, c'était bien traduit en français d'ailleurs. Donc... Russie en France. Alors, on vous a souvent invité ces dernières semaines, et puis cette fois, vous avez accepté. Merci. Mais alors, est-ce que c'est parce que Moscou vous a demandé, comme à d'autres ambassades peut-être en Europe, de vous exprimer pour dire qu'après le coup d'État raté de Prigojine, Vladimir Poutine a bien repris la situation en main? Non, c'est parce qu'elle a repris la situation en main, c'est ce qu'elle a contrôlé cette situation dès le début. C'est pour ça que cette situation n'a pas dérapé et cette mutinerie qui était vouée à l'échec dès le départ n'a pas abouti. Mais c'est aussi pour ça que vous venez, pour expliquer que l'ordre est rétabli en Russie? La situation a été réglée en 24 heures en principe. Donc l'ordre était rétabli déjà le jour même presque du début de cette histoire. Et maintenant tout est calme. Alors, regardons quand même juste ce que disait Vladimir Poutine le 24 juin. Et son visage, ses expressions, coup de poignard, 1917... Bon, on l'écoute. Toutes les actions que nous observons cassent notre unité. C'est de fait un blasphème. C'est un manque de respect envers ceux qui se battent aujourd'hui sur le front. Et c'est un coup de couteau dans le dos de notre peuple. Il évoque aussi dans ce discours 1917, c'est-à-dire la révolution léniniste qui met fin au régime du tsar. Bon, on a le sentiment que ce matin-là, il n'y a pas de contrôle de la situation. Il y a quand même une forme d'État qui vacille, de pouvoir qui vacille, qui est fragile. Écoutez, mais le président Poutine a fait ce discours parce que c'est quand même le président d'un pays. En même temps, c'est le chef des forces armées russes. Il a fait ce discours pour mettre au courant son peuple et son pays de ce qui se passe et appeler son peuple à l'unité, ce qui a été démontré, en fin de compte, d'une manière parfaite. On a vu des camions, des sacs de sable postés dans Moscou et Prigojine a dit qu'il est arrivé à moins de 200 km de la capitale. C'est pas complètement un État solide ou un pouvoir solide. Écoutez, mais tout d'abord, tout le dispositif de la défense, tout le dispositif sécuritaire était concentré à Moscou et autour de Moscou. Et le fait que M. Prigojine a réussi, les soldats de Wagner ont réussi à avancer jusqu'au Moscou, vous savez, ça a donné le temps précieux pour mener justement les négociations nécessaires et atteindre un objectif qui a été atteint, c'est-à-dire disons, le règlement de cette situation d'une manière pacifique, sans une goutte de sang versée. Mais en même temps, on a aperçu une fragilité du régime et de la personnalité de Poutine que finalement beaucoup d'experts sur nos plateaux évoquaient, mais en fait on en a eu la preuve vivante à ce moment-là. Vous savez, cette expertise dont j'ai été témoin, là, non seulement sur votre plateau, mais bon, partout dans les chaînes occidentales, ça ne montre qu'un seul fait, qu'il n'y a pas d'experts sur la Russie, il n'y a que de divers niveaux de compétences en fait. Parce que là, on disait vraiment n'importe quoi. Poutine fragilisé, pouvoir fragilisé, Poutine acculé, etc. Mais en fait, regardez, il n'y avait aucune unité de l'armée russe qui a soutenu... qui a rejoint les mutants. Il n'y avait aucune force politique qui a soutenu les mutants. Le peuple russe s'est montré uni, responsable devant ce défi intérieur. Donc vraiment, il y avait personne qui a soutenu cette tentative de mutinerie. Alors, en même temps, il y a eu les semaines qui ont précédé, on a assisté à des situations qu'on ne pouvait pas imaginer, des incursions régulières à Belgorod, avec des gens qui venaient d'Ukraine et qui sont restés pendant presque une semaine à Belgorod, c'est-à-dire en territoire russe. On a eu un drone sur le Kremlin, on a eu des drones encore il y a quelques jours sur Moscou. Tout ça, ça veut dire que la défense du régime, elle est quand même assez faible.
Écoutez, mais tout d'abord, ces histoires avec les drones, ça ne fait que démontrer encore la nature terroriste du régime de Kiev, qui utilise tous les moyens pour attaquer les objets d'infrastructures civiles ou des civils pour intimider le peuple russe. Ça n'a rien à voir avec les actions militaires, avec la guerre, avec le conflit militaire. On reviendra sur les civils, voilà. Hein, on reviendra sur les civils ukrainiens notamment. Oui, en principe. Deuxièmement, alors, si on parle des drones, mais bon, vous voulez peut-être dire que le système de défense antiaérienne en Russie a des lacunes, mais il n'y a pas de système antiaérien parfait. Si on se souvient des attentats le 11 septembre 2001 aux États-Unis, franchement, ne pas remarquer deux avions qui visent des tours le plus haut de New York quand même. Donc, non, mais quand on est en état de guerre comme l'est Vladimir Poutine, le Kremlin peut être mieux défendu. Il ne faut pas être un expert militaire pour y penser quand même. Mais en tout cas, ce genre d'incident, bien sûr, ça nous interroge, ça nous fait réfléchir comment améliorer tous les dispositifs nécessaires pour se défendre. Donc c'est ce que nous faisons presque au quotidien. Alexander Makogonov, le président biélorusse Loukachenko affirme avoir joué un rôle de médiateur, et il a vraiment accueilli Prigojine, ou est-ce que Prigojine est encore à Saint-Pétersbourg, à Moscou? Certains disent qu'il a rencontré Poutine ces derniers jours. Moi, j'en sais rien. Où se trouve M. Prigojine, ou ce qu'il y a dans la tête de M. Prigojine. En tout cas, il y avait cette option sur la table que M. Prigojine ou les gens de Wagner qui veulent le rejoindre peuvent aller en Biélorussie et être accueillis là-bas. Donc, soit rejoindre les forces armées russes régulières par le biais de la signature de contrats, soit revenir chez eux. Oui. Donc là, peut-être il est en Biélorussie, peut-être il est ailleurs. Ça, c'est une énigme, on n'en sait rien. Ouais. Est-ce que, comme on l'a dit, un certain nombre de généraux qui, finalement, ne l'ont pas soutenu, comme le général Sorovikin, qu'on a surnommé le boucher d'Alep, et qui était proche de Prigojine, est-ce qu'il a été arrêté? Mais non, il n'a pas été arrêté. Je ne sais pas d'où viennent toutes ces spéculations sur le éventuel soutien de la part du général Sorovikin à M. Prigojine. C'est encore... Ils étaient ensemble en Syrie. Mais alors, ça veut dire quoi? C'est M. Sorovikin? Prigojine, son argent, soi-disant, on ne sait pas très bien où il est. Et, enfin, vous dites que le dossier est clos, mais est-ce que c'est pas justement quelque chose de très flou, parce que les Wagner ont servi et servent encore la Russie? Écoutez, mais on ne peut pas négliger l'expérience des gens de Wagner, leur esprit combatif, leur capacité de combat. Tout ce qu'ils ont, leurs connaissances, leurs acquis, bien sûr, ces gens-là, s'ils veulent continuer à être utiles à la Russie sur le front, ils peuvent rejoindre l'armée régulière, comme j'ai déjà dit, en signant le contrat avec le ministère de la Défense et continuer leur combat, être utile à la patrie, tout en restant patriote. Mais ils ont voulu quand même faire cette marche pour la justice, mais qui en fait voulait renverser au moins l'état-major militaire. Peut-être même plus, peut-être même le président Poutine. Écoutez, toute cette marche pour la justice, comme vous dites, j'ai mis des guillemets. C'est plutôt la suite des ambitions démesurées de M. Prigojine, qui à un moment donné, comme vous dites en France, a pété les plombs, tout simplement. Il a dérapé, personne ne sait ce qu'il avait dans la tête, mais apparemment il s'est repenti à un moment donné, à temps, il a eu cette prise de conscience et il s'est arrêté quand même sans faire trop d'erreurs. Hein. Donc là, tout est bien qui finit bien. Oui, alors, bon, qui finit bien, on va voir. Mais il y a une chose qui nous a frappé, c'est que pendant des années, on a vu la milice Wagner opérer en Afrique, sur le front ukrainien, bien sûr, et à chaque fois que des hommes politiques ou des États disaient Wagner, c'est Moscou, Moscou disait pas du tout. Wagner, pas du tout, on ne connaît pas, n'est-ce pas? Alors je voudrais qu'on écoute Vladimir Poutine. Ils ont frappé sur nous pendant 8 longues années, depuis 2014 et jusqu'en 2022. Parfois, le nombre de tirs augmentait, grosso modo l'échange de munitions, l'échange de coups de feu. Mais il n'y a rien eu d'extraordinaire le 24 février. Maintenant, le ministère de la Défense essaie de tromper la société russe, il essaie de tromper le président de la Russie et de raconter qu'il y a eu une agression folle de la part de l'Ukraine. C'est pourquoi cette opération spéciale dite du 24 février a donc été lancée pour des raisons totalement différentes des raisons officielles.
On écoutera Vladimir Poutine sur Wagner après, mais ce que disait Prigojine ce vendredi, parce que là c'est le vendredi, la veille, enfin quelques heures avant même le coup d'État, le putsch, il dit en fait, on n'a pas été attaqué par les Ukrainiens le 24 février. On a l'opération spéciale, elle poursuit d'autres buts. Il défie le narratif russe. Il dit le contraire de ce que vous avez dit depuis des mois. Or, il était sur le terrain aussi. Il connaît, non? Écoutez, je ne veux pas et je ne peux pas me baser sur les commentaires de M. Prigojine, sur ses propres perceptions personnelles. En fait, les objectifs de l'opération militaire spéciale lancée le 24 février 2022 n'ont pas changé depuis. Grosso modo, il s'agit de neutralisation des menaces militaires qui proviennent du territoire de l'Ukraine, transformées ces dernières années en anti-Russie. Il dit qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de menace militaire de l'Ukraine. Le 24 février, on n'a pas été attaqué par l'Ukraine. L'Ukraine, gavée d'armes ces dernières années par les États-Unis et par leurs alliés de l'OTAN. L'Ukraine qui terrorisait sa propre population à l'est du pays entre 2014 et 2022 et continue à le faire maintenant. Il fallait que quelqu'un protège ces pauvres gens, et c'est la Russie, parce que c'est des gens, ces gens-là, c'est nos frères et sœurs. C'est des gens qui parlent la même langue, c'est des gens qui ont la même culture, qui veulent être liés, qui lient leur destin avec la Russie et qui veulent se sentir en sécurité, tout simplement. Oui, et du coup, il faut attaquer tous les autres Ukrainiens, tout le reste, Kiev, les gens, les civils, tout le monde pour mettre en sécurité cela. Si vous avez bien remarqué, la Russie n'attaque pas les autres Ukrainiens, la Russie n'attaque que les objets d'infrastructure militaire ou des objets qui servent à des fins militaires. Donc, parce que si la Russie attaquait la population civile, il y avait des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, mais ce n'est pas du tout le cas. Alors, je voudrais qu'on regarde ensemble ce visage, et je reviendrai sur Wagner, mais je voudrais qu'on regarde ensemble ce visage, celui de Victoria Amelina. C'est une jeune écrivaine de 37 ans que pleure aujourd'hui un grand nombre d'Ukrainiens. Elle écrivait des poèmes, de la littérature. Elle enquêtait depuis 2022 sur les crimes de guerre commis par la Russie. Et elle a eu le crâne brisé par un tir de missile à Kramatorsk, dans un restaurant, dans une pizzeria de Kramatorsk. Il y a eu 13 victimes civiles et Moscou a dit que c'était des généraux ukrainiens qui étaient visés. Mais en fait, c'était un restaurant et il y avait des civils. Et regardez cette belle femme, cette belle et brillante jeune femme qui est morte. Oui, mais... Donc vous ne pouvez pas dire que c'était pour sécuriser seulement des civils que vous protégiez. Vous avez porté atteinte à des civils. Ce qui est plus que ça, même. Dans cette histoire, tout ce qui est vraiment accablant, c'est que vous n'avez pas dit un mot des 14 000 morts dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, qui étaient tous ukrainiens, en fait. C'était pas les Russes, c'était tous les Ukrainiens. Mais là, je vous demande de répondre là-dessus. Voilà, je vous parle de cette affaire. Voilà, de cette affaire, oui. Donc là, enfin, si ce dernier événement, il y en a tous les jours. Bien sûr. Donc là, tous les autres, ça compte pas. Ok, vous prenez une affaire, vous gonflez tout autour de cette affaire. Donc si vous voulez savoir des détails, alors, les militaires russes qui, je répète, ne visent pas les civils ou les objets d'infrastructure civile, ont effectué une frappe très ciblée, sachant que dans un endroit X, il y avait des généraux, des militaires, des officiers et des mercenaires étrangers qui étaient en train peut-être de planifier quelque chose, peu importe. Mais ils étaient là. Le fait que ces gens fréquentent les mêmes endroits que la population civile, vous savez, c'est déjà peut-être... Il faut demander à ces gens-là pourquoi ils le font. Pour se cacher encore derrière les dos de civils. Donc là, la frappe a été effectuée et l'objectif a été atteint. Voilà, il y a eu des civils tués, dont cette femme formidable qui enquêtait aussi sur les... Demandez à ces braves militaires pourquoi ils se cachent derrière les civils. Est-ce qu'ils étaient là? L'Ukraine dit que c'était que des civils. Non, la statistique est claire. Le ministère de la Défense russe a donné toutes les clarifications sur ce sujet. Combien de généraux, combien d'officiers et combien de mercenaires ont été tués. Je vais revenir sur Wagner, parce que je le disais, je voudrais qu'on écoute et Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov. Je le disais depuis des années. Il y a des journalistes qui enquêtaient sur la milice Wagner, qui ont fait un travail formidable. Il y a des États qui ont dit... Ça suffit, Wagner en Afrique, c'est la Russie, ça suffit. Et Moscou disait toujours non, ce n'est pas nous. Et je voudrais qu'on réécoute d'abord Vladimir Poutine qui a expliqué comment il finançait Wagner et ensuite Sergueï Lavrov. C'est l'État qui finançait Wagner sur son budget. Le groupe a pu gagner pour le service rendu en fournissant l'alimentation 80 milliards de roubles. Donc le profiteur de ce groupe gagne lui 80 milliards alors que tout le groupe est à la solde de l'État.
Le Mali a officiellement demandé à une société militaire privée d'entrer en scène. Alors que la République centrafricaine et le Mali venaient d'être abandonnés, les Français et les autres Européens ont réduit la présence des forces antiterroristes. Les bases militaires ont été fermées pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Et dans ces conditions, où ils ont été laissés face à face avec les bandits, la République centrafricaine et le Mali. Nous avons demandé à la société militaire privée Wagner d'assurer la sécurité. Ce travail se poursuivra certainement. C'est incroyable. C'est-à-dire que pendant des années, Moscou a démenti avoir un lien quelconque avec Wagner. Et en 24 heures, le président de la Russie dit avoir financé au niveau d'1 milliard d'euros quasiment la milice Wagner. Et le ministre des Affaires étrangères dit aux pays africains, ne vous inquiétez pas, on vous avait envoyé les Wagner, ils vont rester, on va se débrouiller. Votre sécurité sera assurée, on continuera de l'assurer. Donc, en fait, vous avez menti pendant des années. Écoutez, mais en ce qui concerne la présence de Wagner en Afrique, cette présence est basée sur des contrats conclus, comme a dit le ministre, donc j'invente rien, le contrat conclu entre cette société et les gouvernements des pays africains qui ont besoin quand même de se faire assurer leur sécurité. Parce que bon, les Français, les Européens sont partis, donc là quand même, il y a des lacunes. Non mais ce que je veux vous dire, c'est que la milice Wagner était l'objet du gouvernement russe pendant des années, qui a nié cela, alors que la milice Wagner a perpétré des crimes de guerre, a pillé les ressources naturelles de ces pays, a mené des opérations très dures en Ukraine, et c'était Moscou. Et en fait, c'était nié, c'était démenti tout le temps. Non. Mais en fait, c'était vrai. Là, vous avez le président russe et vous avez le ministre des Affaires étrangères qui le reconnaissent. Le président russe a tout expliqué, c'était bien traduit en français d'ailleurs, donc il a expliqué que les activités du groupe Wagner étaient financées par la compagnie Concorde qui travaillait avec l'État. Donc là... les bénéfices de ce travail étaient dirigés pour le financement du groupe Wagner. Donc là, c'est très compliqué de comprendre ce système. Mais en tout cas, si on parle du groupe Wagner et de leur rôle dans le cadre de l'opération militaire spéciale, quand même, il s'agit des forces qui font partie de tout ce dispositif de défense russe. C'est des patriotes, c'est des gens qui se combattent sur le front. Donc là, bien sûr, ils ont besoin d'être financés, équipés. C'est bien normal quand même. Ouais. Il y a des unités, des volontaires qui rejoignent l'armée régulière, qui sont aussi équipés, etc. Non mais ce que je veux vous dire, c'est que ça fait des années que ces liens étaient démentis, or, ils sont étalés maintenant au grand jour, ils sont assumés. En Afrique, la France est concernée. Au Mali, nos soldats ont été attaqués par des miliciens Wagner. Donc en fait... et ça a été démenti par Moscou, alors que Moscou soutient ces miliciens. C'est ça la vérité. Mais je ne sais pas vraiment, je ne connais pas les cas lorsque vos soldats étaient attaqués par le groupe Wagner. Ça, c'est quelque chose vraiment très peu imaginable. Le groupe Wagner assure, comme j'ai déjà dit, comme m'a dit le ministre, la sécurité dans les pays africains sur la base des contrats. Et s'il n'y a pas d'autres qui puissent le faire, c'est eux qui le font. Donc là, tout le reste, c'est des spéculations, on n'en sait rien. C'est tellement loin. C'est tellement loin. Pardonnez-moi, c'est pas une spéculation quand on a un président et un ministre des Affaires étrangères qui disent Wagner, c'est nous. C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit ça. Le président a expliqué tout de son côté. Le ministre a tout expliqué du point de vue d'un ministre des Affaires étrangères, comment ça se passe dans les régions où travaille le groupe Wagner et comment ça peut se développer dans le futur. Donc là, franchement, tout est clair et net, tout est bien traduit. Je vous laisse analyser vous-même ce qu'ils ont dit. Ouais. Tout est dit, tout est clair là. Sur le plan de la guerre aujourd'hui en Russie, est-ce que vous vous dites pas à quoi vraiment est-ce qu'elle sert? Parce que vous avez vu des centaines de milliers de Russes qui ont quitté votre pays, des jeunes, des gens très intelligents, des scientifiques, et qui sont ailleurs et qui vont manquer à votre pays pour les années qui viennent. Est-ce que vous ne vous dites pas que cette guerre, elle va faire reculer la Russie de décennies en matière de prospérité économique, de progrès social, de progrès scientifique, que finalement cette guerre, elle va faire régresser votre pays, au contraire, et est-ce qu'elle était vraiment utile ? En fait, si l'on juge d'après ce qui se passe en ce moment en Russie, c'est juste le contraire à ce que vous dites. La Russie devient encore plus souveraine, encore plus forte. Comme toujours dans l'histoire, de toutes les péripéties de l'histoire, de tous les rebondissements, notre pays sortait encore plus renforcé, encore plus uni. C'est ce qui se passe maintenant. Si on regarde l'économie, les indices économiques,
Nous avons le chômage qui dépasse à peine 3%. C'est comme dans les 30 glorieuses en Europe. Nous avons l'inflation qui va atteindre cette année maximum 5%. Nous avons la croissance économique qui va atteindre cette année, qui va dépasser même cette année 2%. Donc là, il y a vraiment de quoi être jaloux. C'est des indices qui caractérisé ces dernières décennies plutôt l'Europe occidentale. Mais maintenant, nous avons ça en Russie. Donc là, croire que la Russie est isolée, mais ça vraiment, c'est la chose la plus naïve au monde. La Russie qui garde les contacts avec 80% de la population mondiale, je veux dire avec les pays qui représentent 80% de la population mondiale, qui participent à des grands événements internationaux, qui organisent les grands événements internationaux. Donc là, franchement, croire qu'une cinquantaine de pays du monde occidental, c'est toute la communauté internationale, mais c'est pas du tout correct, c'est faux. Oui, 50 pays occidentaux, c'est vrai que ce n'est pas toute la communauté internationale, mais la situation de la Russie et des Russes est peut-être un peu moins enviable. Et en tout cas, il y a des questions maintenant, aujourd'hui, qui se posent sur Zaporijjia. Zaporijjia, cette centrale nucléaire, aujourd'hui, les Ukrainiens affirment que vous avez déposé des engins explosifs sur les toits des réacteurs. C'est une façon d'inquiéter les opinions publiques mondiales ? Vous savez, comme vous le savez déjà, je suis diplomate. Je peux vous relayer la position officielle de mon pays, commenter des déclarations officielles, des événements officiels réels et réalistes, mais je ne suis pas un psychiatre pour commenter des délires. Donc là, maintenant, en l'occurrence, il s'agit d'un délire pur et dur, très bien monté, très bien et vraiment au bon moment injecté dans l'espace médiatique et très vite diffusé par les médias, surtout par les médias occidentaux. Le régime de Kiev, qui a le mensonge dans son ADN, faute des succès sur le front, dans le cadre de cette fameuse contre-offensive, continue à inventer de nouvelles histoires pour impressionner, bien sûr, pour susciter l'émoi du public occidental et bien sûr le soutien politique et soutien militaire de la part des pays occidentaux, et surtout à la veille du sommet de l'OTAN à Vilnius. Du coup, vous allez donner l'accès à l'Agence internationale de l'énergie atomique très rapidement pour vérifier ce que les Ukrainiens disent. Et je dois vous dire plus, les représentants de cette agence-là, ils sont là, à cette station, depuis le mois de septembre 2022, depuis la première visite. Là, je parle d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent arriver aujourd'hui, demain, après-demain? Mais regardez, M. Grossi, qui est à la tête de l'AEA, il a déjà dit qu'il n'a pas de données sur des explosifs laissés quelque part ou fixés quelque part sur les toits, etc. Donc là, il y a toujours des équipes... Non, il n'a pas eu accès à tout, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas eu accès à tout. Donc la question, c'est est-ce qu'il peut avoir accès maintenant à tout? Clairement. Il faut toujours se rappeler du fait que les équipes de cette agence, ils sont toujours sur place. Ils effectuent des missions d'observation, etc. Donc là, ils peuvent vous le confirmer à tout moment, qu'il n'y a rien d'extraordinaire, de dangereux, etc. Mais il faut leur demander. Parce que là, vous basez uniquement sur les déclarations du régime de Kiev qui vous racontent vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, et je vous donne la réponse. Ouais. Voilà. C'est très simple de vérifier tout ça. Et en plus, il faut quand même avoir un petit peu de bon sens pour comprendre que la Russie qui va exploser une centrale nucléaire sur les territoires, non seulement sur le territoire qu'elle contrôle, mais c'est déjà notre territoire, c'est désormais la Russie. On explose la centrale nucléaire pour faire quoi? Il y a une guerre là-dessus, c'est votre affirmation, mais c'est le but de la guerre. Pour anéantir